Contrairement à vous toutes et tous, moi, je vais vous parler d'un travail, collectif et deux, d'un travail en cours, donc tout à fait programmatique. Et je vais le faire sous la forme d'un petit parcours visuel dont vous avez ici la première diapositive. Une première diapositive qui est intéressante puisque depuis hier matin, mais aussi grâce aux travaux de Nathalie et de quelques autres dans cette salle, nous nous interrogeons non seulement sur le contenu des lettres de nos dames, mais nous nous interrogeons, et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, sur les moyens d'élaboration et d'écriture de ces lettres. Et les rares portraits, les rares gravures que nous possédons montrant des femmes qui écrivent sont passionnantes, elles aussi à déchiffrer, puisque ici nous avons une femme fort joliment habillée comme les maîtresses du comte d'Argenson dont je vais vous parler, dont le corps se tient bien droit. Je rappelle ici que l'écriture est d'abord une discipline physique avant d'être une discipline intellectuelle, et que cette femme est assise devant un bureau, c'est-à-dire une grande table, lors même que nous savons par les mémorialistes de la fin du XVIIIe siècle, le cas de Sévigné d'ailleurs intéressant aussi à étudier, que ces femmes ne possèdent pas de grandes tables. Elles écrivent avec des écritoires, ou comme Madame Roland possède des tables volantes, et que leur drame, comme l'a bien dit d'ailleurs Virginia Woolf, c'est d'avoir un lieu à elle. Alors, le caractère fallacieux des images, je ne vais pas insister là-dessus, même si je veux présenter tout à l'heure le portrait de mes deux protagonistes et leur opposition de genre est très frappante. En fait, je suis à Montréal pour le plaisir de voir mes amies québécoises et surtout pour m'informer sur ce qu'on peut faire aujourd'hui des lettres et pour éventuellement collaborer au remarquable projet de base de données. Lors même que dans le cadre des activités de formation permanente de l'Université de Poitiers, nous sommes nous aussi en train de créer une base de données d'épistolières, mais du XVIIIe siècle. Et donc là, tout de suite, euh, je peux m'arrêter là. La seule chose intéressante de mon propos, c'est de dire qu'il faut qu'on collabore. Et comme le disait Karine tout à l'heure, il faut absolument qu'on fasse du transdisciplinaire, du transpériode, du transgenre, du transclasse, du trans tout ce que vous voulez. Bon, je suis là donc pour vous présenter un fonds exceptionnel. Donc, vous voyez que mes propos vont être décousus, mais que c'est un appel au peuple en réalité que je vous adresse. Car nous sommes un petit groupe de 12 à travailler sur ce fonds dont vous avez la description ici, qui est précieusement conservé mais actuellement contesté, j'y reviendrai éventuellement, au fonds ancien, disais-je, de la bibliothèque universitaire de Poitiers depuis 1976. C'est un fonds dit de la famille d'Argenson. Les d'Argenson sont sans doute mieux connus au Québec qu'ils ne sont en Poitou, puisque vous savez tous et toutes que le troisième gouverneur de la Nouvelle-France fut Pierre Voyer d'Argenson et que, à son arrivée à Québec, fut jouée la première pièce de théâtre jamais jouée de ce côté-ci de la belle province. C'est tout à fait intéressant. Alors, ce grand-père, petit-fils plutôt de ce gouverneur, mais aussi toute sa parentèle, ont eu une importance cruciale dans l'histoire de France, comme magistrat et comme homme de guerre. Donc, c'est une double noblesse avec des apparentages, c'est pas français, mais vous avez compris, dans les familles financières. Donc, gens d'autorité, gens de pouvoir et gens très riches. Et qui ont œuvré euh, au service des rois successifs
fin XVIIe, donc depuis Louis XIV jusqu'au-delà de la Révolution, euh, les rois, puis ensuite la République, puisque le dernier marquis d'Argenson, appelé le Marquis Rouge, avait comme amis des gens comme Babeuf ou Robespierre. Donc c'est une famille en soi très intéressante. Moi, je vais me focaliser sur le comte d'Argenson et l'énorme amas de lettres qui sont conservées. Alors, comme le dit ma diapositive, 200 mètres linéaires, 1145 cartons. L'archiviste qui est au bout de la table salue cette énormité, bien sûr, et je dis comment il se démerde hein, là-dedans. Hein, donc, il y a beaucoup de problèmes à soulever. Mais parmi les papiers du comte d'Argenson, il y a 126 correspondances féminines. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous donner, ou je pourrais éventuellement vous donner 126 épistolières, dont cependant une partie sont anonymes, et c'est le grand problème de ces correspondances de ministres. J'ajoute, à la différence peut-être des travaux qui ont été présentés jusqu'ici, que nous travaillons sur des lettres autographes et totalement inédites. Donc, notre première tâche à nous, différente de la vôtre, c'est de transcrire ces lettres et de les transcrire de manière la plus fidèle possible. Puisque le trio de tête de l'équipe dont je parle, dont je suis l'humble représentante, il y a l'historienne anthropologue, il y a la conservatrice du fonds, archiviste, chartiste et compagnie, et puis il y a un linguiste. Et ça, c'est une immense chance qui m'a été donnée à l'aube de mon quatrième âge, de me dire que Nicole, tu as travaillé toute ta vie sur des manuscrits, tu n'as jamais regardé l'orthographe et la présentation matérielle, les types de papier, les sceaux, les filigranes, le b.a.-ba du travail de l'archiviste, mais qui n'est pas forcément l'attitude spontanée qu'a l'historienne de base que je suis. Et mon collègue linguiste, évidemment, ce qui l'intéresse, lui qui est historien de la grammaire, de la grammatisation de la société française, c'est de voir comment les dames, mais dans notre troisième vie, les hommes de la famille d'Argenson, adoptent ou se créent des normes orthographiques qui ne seront véritablement figées qu'au début du XIXe siècle. Donc, nous, notre base actuelle sur laquelle nous commençons à mettre le résultat de nos travaux, c'est la base transcrire qui est localisée aujourd'hui sur le campus Condorcet, puisque notre ambition, plus que de faire des listes et des listes de femmes épistolières, c'est aussi et surtout de montrer comment ces femmes écrivaient et transforment leurs gravures. Alors, si je me retourne maintenant vers le comte d'Argenson, il est intéressant de voir qu'il a donc 126 correspondantes féminines, mais problème genré d'une très grande banalité, il faut opposer à ces 126 chiffres énormes les 700 correspondants hein, qu'on trouve lui avoir adressé des lettres. Et on peut détailler, vous pouvez lire mieux que moi la diapo qui est sur l'écran, que ces lettres sont tout à fait intéressantes, car il y a des lettres qui viennent de la reine, des filles de Louis XV, même si la famille d'Argenson a court d'argent, personne ne le saura, mais vous l'imaginez bien, ont tendu à vendre une partie des lettres les plus précieuses. Il y a du Voltaire, il y a du Rousseau qui est passé en vente publique. Donc, notre corpus est énorme, mais n'est évidemment pas complet ni exhaustif. Et puis, le comte, il a au moins 5 maîtresses successives ou complémentaires, je ne sais pas comment il faut employer, je ne trouve pas l'adjectif, mais tout le monde a compris, qui lui ont écrit des lettres. Alors, c'est un homme à femme, comme le sont
tous les hommes de ce temps, mais ces femmes sont aussi des femmes à hommes. Et l'un des bénéfices, une des grandes découvertes que nous sommes en train de faire, c'est le caractère éminemment bénéfique de l'adultère dans ces milieux-là. Et donc, par rapport à des travaux qui portent sur biographie d'épistolière, contenu des lettres et l'aspect d'intermédiaire, de passeuse d'intercession de la marquise, il y a des affirmations amoureuses dont personnellement je ne sais absolument pas quoi faire. Je t'aime, je t'adore, mais n'oublie pas que le petit Untel, le petit Choiseul, il l'appelle le Pistinville, il a besoin d'un régiment ou d'un colonel. Alors, nous sommes en train de travailler sur les différentes maîtresses qui ont des prolixités variables, mais qui tient aussi, cette prolixité variable, au fait qu'elles ont été plus ou moins longtemps euh, dans le cœur, ou dans le corps, ou je ne sais pas comment il faut dire, du comte d'Argenson. Vous en voyez ici quelques exemples. Et se pose évidemment le problème qui nous est, ou les problèmes qui nous sont communs les unes et les autres, c'est les typologies que nos maîtres. J'ai eu la chance en 1994 d'assister au colloque organisé par Benoît Mélenchon sur Femmes de lettres, et on se fiait à des typologies, la lettre de consolation, la lettre d'amour, etc. Ça n'a personnellement, je pense, aucun sens quand moi je regarde ces lettres. On est très loin aussi des lettres de Madame de Sévigné et du rabutinage si merveilleusement exposé tout à l'heure, parce que c'est des lettres, dans le cas des maîtresses d'Argenson, qui cherchent à avoir une efficacité réelle et n'est pas seulement un jeu d'esprit, même si dans le cas de la maîtresse dont je vais rapidement vous parler, sa culture scientifique, sa culture littéraire et son immense culture politique sautent forcément aux yeux. Alors là, le problème second, mais vous, je crois qu'il est moins vivace qu'il ne l'est pour nous, c'est que bon nombre de ces lettres sont anonymes, mais surtout, la plupart d'entre elles sont non localisées, non datées et non signées. On est dans la lettre familière, on est dans la lettre incluse dans une autre lettre, je vais en parler tout à l'heure, et donc l'inutilité de préciser ce qui nous est indispensable, c'est une très très grosse difficulté. Donc seule une analyse de contenu nous permet de, si on se réfère à Fontenoy, ben on doit être en 1745 et ainsi de suite, mais c'est un sacré jeu de piste et je dois avouer que il faudra plusieurs vies pour aller plus loin. Voilà le genre de lettre d'une des maîtresses, celle sur laquelle je voulais vous parler ce matin. Alors là, je pense que la visualisation, enfin, il faudrait passer une heure évidemment sur cette seule lettre, mais celles et ceux qui fréquentent des originaux autographes vont me dire, oh ben c'est bizarre. Alors, elle respecte les règles qui sont dans tous les manuels, tous les secrétaires et autres manuels épistolaires de l'époque. Il y a de la place en haut, il y a de la place en bas. Elle a 4 feuillets qu'elle pourrait utiliser, mais elle bourre toujours le bas de la première page. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Elle avait de l'espace après. Et il y a les sceaux brisés. Et par les adresses, toujours extrêmement vague, comme vous le savez, on sait si le comte est à la cour ou est à l'armée. Et je tiens à dire, bien sûr, que quand il s'éloigne de Versailles et ou de Paris, la régularité de l'échange s'accélère, puisqu'elle n'a pas la possibilité de le rencontrer dans leurs hôtels particuliers réciproques. Alors, vous avez envie de voir leur tronche, pour parler simplement.
comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut rien dire, hein. Les portraits de la duchesse de Piquigny, devenue duchesse de Chaulnes, moi je l'appellerai Chaulnes parce que c'est plus court et facile. Ce portrait en hébé, vous savez, c'est un genre pictural. Là aussi, il faut faire. On a toutes les hébés de la terre. Il suffit qu'elles aient un sein dénudé, une coupe, éventuellement l'aigle de Ganymède, et les voilà, les traits évidemment. Il y a des fortes chances, comme la plupart des grandes dames de ce temps, elles soient vérolées. Là, évidemment, le teint est parfaitement lisse. C'est la même chose pour son chéri, guillemets, intéressant, mais là, la perspective de genre est évidente. On la présente en déesse dénudée. Lui, il est toujours représenté en grande tenue de parlementaire avec toutes ses décorations. Alors que Marc-Pierre de Voyer-Paulmy, de Paulmy, comte d'Argenson, est un peu plus âgé que la duchesse de Chaulnes. Il est né en 1696 et il est mort en 1764. Elle, dame accompagnée de la reine, 1702-1782. Intéressant aussi, parce que le mari joue un rôle extrêmement intéressant, très important, pardon, dans cette correspondance, il fait représenter sa femme par Jean-Marc Natier en 1744 en Hébé, lui-même se fait représenter 2 années après en Hercule, hein. Alors là, il y aurait à gloser, et Papa Freud d'ailleurs pourrait se mêler d'analyser ce genre de représentation solennelle. Alors, les éléments biographiques, vu que le temps court, je ne vais pas trop les développer, mais vous avez compris qu'on est dans le monde de la haute aristocratie. Évidemment, ce qui m'intéresse en priorité, c'est comment l'acquisition des savoirs graphiques, au sens large de graphique, de la duchesse. Je n'en sais rien. Est-elle passée par le couvent, euh, et la famille ou les apparentés alliés des d'Argenson vont au Trenel, qui est un des couvents chics de l'époque, où on finissait, c'est l'expression des abbesses elles-mêmes, les filles pour de statut. C'est-à-dire que l'adultère est encouragé, permet de nouer des alliances sans payer de dot. Mais il faut garder son statut, et le cas de Chaulnes, je n'ai pas le temps d'en parler, est un très bon exemple. Alors, élément d'analyse épistolaire, nous sommes en train de construire une grille après ce que vous-même vous avez fait les unes et les autres, approche quantitative, bien sûr, avant l'approche qualitative, euh, matérialité de la lettre. Alors, on fait des graphiques, combien de lignes à tel ou tel moment de leur commerce, comme on dit si joliment à l'époque. Nous comptabilisons tout ce qui est de l'ordre de la science, de la littérature, du commérage mondain et de l'intercession. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, la qualité du geste, la fluidité et l'aisance à écrire de cette femme est tout à fait remarquable. Et j'ouvre ici après tout ce que vous avez dit les unes et les autres. Euh, Autrefois, on nous apprenait à analyser le style épistolaire, chose que je sais faire de moins en moins. Alors dans le groupe, tout le monde dit: oh, c'est enjoué. Enjoué. Eh ben, oui, on joue. Mais ça ne veut strictement rien dire. Ça est orthographe hasardeuse. Faut bannir ça totalement de notre vocabulaire. Alors, les thématiques, vous les avez compris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu me manques, tu me manques, tu me manques. Je suis malade d'amour ou je suis malade d'autre chose. Accessoirement, mais en fait, régulièrement, la promotion sociale du clan. Alors, comme les d'Argenson font partie du clan Luynes, vous êtes peut-être pas au courant de ça, donc anti-Pompadour, les disgrâces du comte sont narrées dans ses correspondances, bien évidemment quand la Pompadour prend de l'ascendant sur Louis XV.
Et donc, vous avez compris aussi que on s'est beaucoup focalisé, y compris moi-même, sur les maîtresses royales et que, me semble-t-il, les maîtresses de ces grands serviteurs de l'État méritent au moins l'attention. Alors, on risote, nous aussi. Alors, on risote combien de lettres, combien de personnages cités, combien de personnages parle de telle ou telle chose ou demande telle ou telle chose, mais la représentation graphique de cela est à l'heure actuelle extrêmement difficile et j'ai admiré hier matin la splendeur esthétique, et ça c'est très important, de vos représentations graphiques. On va échanger, on va en parler. Et puis il y a ce phénomène qui me semble-t-il n'a pas été évoqué depuis hier, qui est le problème de la lettre dans la lettre. Alors, les lettres que les plus enflammées de Shawn-Comte sont incluses dans des lettres qu'elle écrit à son mari. Et il y a une petite enveloppe pour vous seul. Alors, c'est très étonnant, alors même que c'est adressé, c'est le mari, c'est l'enveloppe du mari qui enferme la deuxième lettre qui est elle-même cachetée. Donc là, il y a des tas de choses que moi je découvre avec bonheur. Et Madame du Défend fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle demande à son ami de faire une lettre dans laquelle sera inclus sa propre lettre. Là aussi, nous aurons beaucoup à apprendre. D'autres exemples de lettres, effort de mise en tableau, cette fois-ci des seules intersections, par des comptages que l'historienne quantitativiste que j'ai essayé d'être dans ma jeunesse voudrait pousser mes amis à réaliser, en essayant de voir qui sont les bénéficiaires des intersections, combien de lignes leur sont consacrées, combien de fois ils reviennent. Est-ce que on peut aussi juger du résultat direct de l'intercession? Et c'est intéressant de voir que euh, la solliciteuse soi-disant embarrassée de Shawn, Anne-Joseph, a une efficacité très remarquable pour obtenir des postes de colonel, des postes de régiment. Et quand il y a échec, comme par exemple les jacobites de la cour de France, Lord Tyrconnel, elle n'y arrive pas, ça aussi, il faudra que je travaille. Alors, la rhétorique de l'intercession, je suis là aussi pour apprendre s'il y a de la bibliographie, des études sur ce sujet. Alors, comment qualifier les lettres d'Anne-Joseph? Les lois de l'adultère sont donc à réviser avec les lunettes de l'aristocratie, la question des apprentissages, la typologie épistolaire, l'influence ou le pouvoir de caste. Alors, ma voisine n'aime pas le terme d'agentivité, moi pas trop non plus, un agir féminin et politique. Dans le cas de ces maîtresses, il est intéressant de tenter de le cerner. Et ma bibliographie, qui pourra intéresser certains, vous montrera qu'on a commencé à produire un certain nombre de choses dans la revue historique du Centre-Ouest, que j'ai fait entrer dans l'acier phare des notices biographiques d'une bonne partie des maîtresses, de toutes les maîtresses, de toutes les épouses des comtes d'Argenson pendant le XVIIIe siècle, toutes choses que je pourrais reverser tel que ou presque dans votre base de données. Le travail est déjà réalisé. Nous avons fait un beau colloque sur l'épistolarité qui va être publié en ligne à la fin de l'été. Nous avons fait une exposition sur Panneau et une exposition en ligne sur Musia, Musée virtuel d'histoire des femmes et du genre, dont je suis très fière d'être la cofondatrice, paraîtra avant Noël sur ce sujet. Donc, je vous renvoie à tout cela et je vous remercie très vivement de votre attention. Je n'ai fait qu'ouvrir les grilles du château des Ormes. Si vous venez dans Poitou, nord de la Vienne, je ne suis pas, j'ai pas d'intérêt dans l'office du tourisme du coin, mais c'est un très très beau château. Et les propos de Shawn pour finir, oh mon Dieu, quelle chienne de train et quelle chienne de vie. La seule chose que je vois distinctement, c'est que vous avez beaucoup, mais beaucoup d'ennemis qui me font tous l'honneur de devenir les miens.
Moi, je me suis fait beaucoup d'amis ici et c'est un grand honneur. Merci.